Je suis ravi d'intervenir à la FCCC, que je connais depuis quand même assez longtemps en fait, voilà, par la revue Dialogue bien sûr, hein, puisque je fais partie du comité de rédaction, comme l'a dit Liliana, et puis par un partenariat local aussi qui s'est mis en place progressivement, par une frangine aussi qui a fait sa formation ici, voilà. Donc, et puis aussi par, si je remonte un petit peu, puisque j'étais intervenant dans les espaces de rencontre, notamment par Jean Créchez, voilà, qui était un de ceux qui avait initié un petit peu ces espaces, ces points rencontres, ces espaces de rencontre. Je voulais aborder aujourd'hui avec vous la question des nouvelles parentalités. J'ai fait ma thèse en fait sur la question de l'homoparentalité en 2006, donc j'étais un peu un des pionniers en fait à travailler un peu sur ces questions, juste après le PAX en 99. Hein. J'ai fait ma thèse de 2000 à 2006 à peu près à Paris 7, ici, en sociologie clinique, avec pour directeur Vincent de Goljac, alors, qui était plutôt sur des orientations, on va dire, plutôt centrées sur les institutions, les organisations, le travail, etc. Donc j'étais un petit peu un mouton, pas un mouton noir, hein, un peu décalé en fait, mais j'utilise beaucoup aussi la démarche du récit de vie, des histoires de vie également. Hein, et donc, dans le cadre de cette thèse, j'avais rencontré 27 pères ou futurs pères dans des configurations familiales dont je vais vous reparler un petit peu après, très différentes les uns des autres. Bon, et donc, en fait, c'est un petit peu, j'ai deux appuis un peu pour aborder la question des nouvelles parentalités. Donc, comme vous l'avez compris, je me suis aussi intéressé à la situation des monoparentalités, des couples donc séparés, divorcés, souvent dans des situations de conflictualité, et donc d'où les espaces de rencontre. Hein, donc ça, c'est un premier angle. Et puis, les homoparentalités, j'ai envie de le mettre plutôt au pluriel, en fait, qui sont aussi finalement un autre axe, un autre point d'appui pour tenter de réfléchir à ces nouvelles parentalités-là. Lorsqu'on parle des nouvelles parentalités, je crois que c'est important aussi de comprendre qu'il y a un peu deux aspects, deux dimensions sur lesquelles on peut aller. Première dimension qui est plutôt le regard sur les configurations, hein, les configurations de la famille aujourd'hui, comment elles sont, dans quel type de tensions elles sont prises dans notre modernité, post-modernité, hypermodernité, surmodernité. Les auteurs ne manquent pas de termes pour essayer de désigner finalement ces temps qui sont un petit peu au-delà du moderne, en fait, qui ont déjà dépassé un petit peu la question de la modernité. Donc, premier regard un petit peu qu'on peut porter sur l'évolution des configurations familiales dans notre société. Et puis, un deuxième regard un petit peu, c'est sur la transformation des liens à l'intérieur même de la famille, des rapports évidemment entre les partenaires conjugaux, parentaux, on va dire, hein, et puis aussi la relation avec les enfants, et puis les relations évidemment intergénérationnelles qui peuvent aussi s'établir dans ce contexte-là. Puisqu'on parlait de la revue Dialogue, par exemple, je me suis intéressé aux grands-parents dans ces familles homoparentales, en fait, hein, et de la position qu'ils pouvaient occuper. On fait un numéro de Dialogue là-dessus avec Martine Gross et Benoît Schneider. Alors on va peut-être, dans un premier temps, pour arriver à serrer un petit peu les choses, parler donc des nouvelles configurations familiales. Alors, quand on dit nouvelles, il faut mettre un petit peu des pincettes en fait. Hein. On dit souvent que tout est nouveau, mais en fait, quand on regarde déjà à l'échelle historique, on s'aperçoit que ce qu'on croit nouveau n'est peut-être pas tant que ça en fait. Hein. Et puis à l'échelle évidemment anthropologique, si on regarde les autres sociétés aussi, finalement, il existe des diversités de familles un peu partout dans le monde. Et même à l'échelle de l'Europe, on pense que la famille nucléaire, par exemple, est partout dans l'Europe. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas. Il faut regarder de ça beaucoup plus près, en fait. Donc, qu'on aille du côté de l'histoire ou qu'on aille du côté du territoire, j'ai envie de dire, finalement, la diversité des familles a toujours existé. Un sociologue comme Emmanuel Todd, par exemple, fait une cartographie un petit peu de l'Europe et montre comment aussi les configurations familiales dépendent aussi finalement des environnements naturels en fait. Hein. Par exemple, si vous êtes côtier, vous n'allez pas avoir le même type de famille que si vous êtes à la montagne. Hein. Alors, et pourquoi donc hein. On pourrait dire, tiens, quel est le rapport qui existe entre l'environnement et puis finalement la configuration des familles? C'est parce que les familles répondent finalement à un besoin, elles répondent aux besoins de l'environnement dans lequel elles se situent, dans lequel elles se trouvent. Hein. Donc c'est important. Pourquoi la famille inuite, par exemple,
qu'il y a 40% à peu près des enfants qui ne vivent pas avec leurs parents biologiques, c'est pour des raisons qui sont liées finalement au contexte et à l'environnement dans lequel ils sont. Donc c'est important de prendre en considération que la famille, en fait, elle s'adapte, elle est un peu une catégorie intermédiaire, comme on dit, et elle s'adapte aussi à l'environnement dans lequel elle est prise. Alors si on regarde dans notre société, je ne vais pas être trop exotique non plus, on va rester un petit peu plutôt quand même en Occident et en particulier en France. Si on regarde un petit peu l'évolution de la famille, une des transformations majeures finalement, ça c'est des choses que vous savez, je sais. Le virage un petit peu, c'est les années 1970, un peu post-68 tard, mais pour lequel effectivement du côté de la famille, des choses ont quand même grandement changé, notamment avec la question des monoparentalités, qui sont venues un petit peu justement apporter une forme de section, on va dire, entre le domaine conjugal et le domaine parental. Alors ce terme de monoparentalité, il est quand même à interroger en fait. Il est quand même à interroger puisqu'on y a associé finalement des configurations de famille assez différentes. On y a considéré les situations de veuvage, déjà, c'est-à-dire lorsque un des membres, un des partenaires conjugaux disparaît, meurt, évidemment, on a affaire de fait à une famille monoparentale puisqu'il ne reste qu'un seul parent. On y a associé également donc, la situation qu'on désignait des mères célibataires, c'est-à-dire finalement de ces femmes qui avaient un enfant sans compagnon, on connaissait ou on ne connaissait pas finalement le père de cet enfant, mais dans la réalité, il n'était de toute façon pas présent. Et voilà. Et puis on y a associé finalement, peut-être plus curieusement, j'ai envie de dire, ces familles qui étaient intactes, comme disent les Québécois, et dont finalement les deux parents se séparaient, et en se séparant, devenaient soudainement monoparentales. Alors, on pourrait quand même interroger ce terme de monoparentalité dans la mesure où il ne s'agit pas véritablement d'une monoparentalité, puisque cet enfant a toujours deux parents, un père et une mère. Ils sont séparés, et évidemment, c'est poser la question du maintien du lien à partir de ce moment-là avec ces deux parents. Comment, finalement, ces deux parents sont-ils pris en considération? Il faudrait que le terme de monoparentalité lui-même exclut l'un des parents, en fait, dans le langage, en fait, vous voyez, les mots ont toujours beaucoup d'importance dans la manière dont on les utilise. Donc aujourd'hui, je pense que justement est remis en tension un petit peu cette question de la monoparentalité avec ce qu'on appelle la coparentalité. La coparentalité, c'est d'une certaine façon un terme qui est venu un peu en tension, on va dire, avec ce terme de monoparentalité. Si on regarde d'une manière assez historique les choses, en fait, c'est que ce n'est pas si simple que de définir la famille. Qu'est-ce que c'est que la famille, en fait En fait, il y a deux définitions un peu de la famille qui sont aussi en tension. Une définition de la famille qui s'attache beaucoup à la question des liens du sang, on va dire, pour le faire un peu court, et puis une autre définition de la famille qui s'attache davantage à ce que j'appelle les liens de toit T-O-I-T, les liens, le foyer, en fait, le logement, etc. Et je pense que ce terme de famille monoparentale, il est un petit peu intervenu dans ces cas de figure, puisque effectivement les enfants, dans leur quotidien, vivent sous le toit de l'un de leurs parents, et ont quand même des liens avec l'autre parent, quoi qu'on va y revenir, ce n'était pas si évident au début, ont des liens avec l'autre parent, mais de manière beaucoup plus épisodique. On considère que la résidence de cet enfant, c'est avec le parent chez qui il vit, principalement, et comme vous le savez, dans 90% à peu près des cas, avec sa mère. Donc là, on voit bien que du point de vue de la législation aussi, on n'a pas trop su comment faire au début. On n'a pas trop su comment faire. La fin de la puissance paternelle, c'est 1970, avec l'introduction donc, de l'autorité parentale conjointe. Mais en fait, dans les situations de séparation, on a confié la garde, c'était le terme, on l'entend encore un peu aujourd'hui, ça commence un peu à passer, mais on l'entend encore aujourd'hui, on a confié la garde à l'un des parents, en fait. Donc en confiant la garde à l'un des parents, même chose, dans le langage, on fait un peu un glissement. Et donc justement, l'autorité parentale était de ce parent gardien, en fait. C'est lui qui avait effectivement
Alors, il avait la garde et il avait l'autorité parentale exclusive. Hein. Donc, en fait, vous voyez, je pense qu'avec du recul, quand on considère un petit peu ces choses-là, on pourrait considérer que nos représentations de la famille à cette époque, et sur le plan juridique, associaient donc d'une façon très très étroite le conjugal et le parental, qui avait on avait un peu du mal à les séparer en fait, hein, et que de ce fait, s'il y avait une rupture du conjugal, il y avait aussi, symboliquement en tout cas, une rupture du parental par les termes qu'on utilise, comme la monoparentalité, ou comme le fait que sur le plan juridique, on considère une autorité parentale exclusive aux parents gardiens. Hein. Alors comme vous le savez, les termes ont évolué, il y a eu des lois, il y a eu 87, il y a eu 93, hein, qui sont venus rediscuter un petit peu de ce principe. En fait, on s'est aperçu dans les années 80 plutôt, que 40% des pères perdaient tout contact avec leur enfant dans les 2 ans, en fait, hein, dans ces situations de séparation. Hein. Les études qui ont été faites montraient effectivement que, alors quand on disait perte de contact, c'était perte de contact de relations physiques, mais même épistolaires, même, etc. Hein, il y avait vraiment une rupture qui était entraînée par rapport à ça. Donc on est revenu un peu hein, avec le temps, et parce qu'on a accepté un peu cette idée finalement symbolique qu'il pouvait y avoir séparation entre le conjugal et le parental, et qu'on a introduit donc quelque chose qui commençait à poindre du côté de la coparentalité, avec d'une part le fait de maintenir par principe une autorité parentale conjointe, hein, dans ces années 90, là, à partir des années 90, une autorité parentale conjointe, et puis une réflexion un petit peu aussi sur le terme de garde hein, qui est devenu la résidence principale. On a parlé de résidence principale, de droit de visite et d'hébergement, donc ça, ce terme-là est resté du côté de l'autre parent. Et puis petit à petit, réfléchit finalement à ce que ça pouvait être le maintien d'une coparentalité, la parentalité avec les deux, enfin donc qui incluait les 2 parents. Hein, et avec cette idée qu'il pouvait exister une coparentalité tout en ayant une séparation conjugale. Hein. D'ailleurs, on voit que ce terme de coparentalité a fait florès. Aujourd'hui, on peut parler de coparentalité, y compris quand les parents sont ensemble, en fait. C'est-à-dire, c'est une réflexion beaucoup plus générale sur la manière dont on est parents ensemble, qu'on soit séparés ou qu'on ne soit pas séparés. On retrouve ce terme aussi du côté des familles homoparentales, qui sont, je vais y revenir, qui s'est désigné un petit peu d'une autre façon, mais la réflexion un petit peu générale, c'est qu'on est passé d'un registre un peu juridique, social, à un registre assez psychologique, en fait, quant aux réflexions qu'on peut avoir sur la coparentalité aujourd'hui, comment est-ce qu'on est parents ensemble, comment aussi dans le fonctionnement de la famille, chacun fait tiers un peu dans la relation avec l'autre, de manière à ce que chacun construit sa parentalité aussi dans la relation à l'enfant et dans la relation à l'autre parent, parfois à son ex, on pourrait dire, sur le plan conjugal. Voilà, donc ça c'est le premier tableau un petit peu, hein, cette tension qui existe aujourd'hui entre monoparentalité et coparentalité, allant jusqu'aux revendications du côté de la résidence alternée aujourd'hui. Hein. Moi je me souviens il y a 10 ans encore, lorsqu'on parlait de résidence alternée, c'était très très exceptionnel. Et même au niveau de l'Institut national d'études démographiques, ça ne pouvait pas exister, entre guillemets, puisque lorsqu'on demandait, on devait demander aux personnes finalement où elles habitaient, il n'y avait pas d'autre choix que d'indiquer un seul lieu. Hein. Donc vous ne pouvez pas habiter à 2 endroits à la fois, ce n'était pas possible. Hein. Donc dans la représentation, il y avait forcément une résidence principale, même si dans les faits, il pouvait y avoir une résidence alternée. Hein. Aujourd'hui, les choses ont évolué et permettent effectivement de prendre en considération ces cas de figure voilà, qui restent un petit peu atypiques, mais enfin qui, en tout cas, dans le cadre de... Selon un petit peu les classes sociales, j'ai envie de dire les catégories socio-professionnelles, on va quand même le trouver beaucoup plus présent chez les classes moyennes et classes supérieures, par exemple. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, concerne les familles recomposées. Les familles recomposées, donc là, on vient interroger finalement d'une autre façon la question du nombre de parents. Hein, autant en monoparentalité, on passe un peu du couple à un, autant dans la famille, avec les familles recomposées, qui sont un peu la conséquence bien souvent justement des monoparentalités ou des séparations conjugales qui ont lieu antérieurement,
on vient interroger la question du nombre, mais un peu sous une autre facette, un peu autrement. Peut-il y avoir plus de 2 parents, autrement dit, hein? C'est un peu cette question qui est posée. Mais pour l'entendre, effectivement, il faut, d'une certaine façon, décomposer les différentes dimensions de la parentalité. Hein. Ce qui va se faire, ça sera un petit peu un propos que j'aurai pour un petit peu plus tard. Puisque dans les familles recomposées, finalement, quelle est la place, autrement dit, quelle est la place qui est accordée à un beau-père, à une belle-mère, un beau compagnon, ou une belle compagne. C'est un peu cette idée-là de savoir finalement est-ce qu'on peut accorder un nombre surnuméraire de parents, on va dire, à un enfant. Alors on voit qu'on est passé un petit peu, c'est Irène Théry qui nous a montré principalement cela, qu'on est passé un petit peu d'un modèle de substitution à un modèle additionnel. Hein. Alors on est passé d'un modèle de substitution à un modèle additionnel. Substitution, ça voulait dire simplement qu'en fait, il y avait une telle rivalité entre, par exemple, un père et un beau-père, qu'il faut choisir, quoi. Hein. Et s'il faut choisir, ça va quand même être plutôt le père s'il manifeste une présence auprès de cet enfant. Mais on voit bien effectivement qu'il n'y a pas vraiment de place dans notre représentation, et toujours encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que sur le plan légal, toute la reconnaissance des tiers, finalement, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à penser ça, on n'arrive pas à penser la reconnaissance des tiers. On pense que ça va poser plus de problèmes que d'avantages. Même si, évidemment, certains parents qui n'ont pas de statut de parent à l'égard de cet enfant ont quand même une fonction de parent à l'égard de cet enfant. C'est toute la complexité de cette affaire. Alors, je voudrais interroger un tout petit peu le terme de famille recomposée. C'est un choix qui a été fait par un petit peu Irène Théry, qui l'a un petit peu proposé. Donc, recomposer, ça veut dire, c'est-à-dire que s'il y a une recomposition, il y a une décomposition. C'est pas très joli comme terme, vous voyez, déjà, ça n'évoque pas des choses très positives. Et si on parle de recomposition, c'est un peu comme si on considérait qu'il y avait une famille première qui s'est défaite, puis une famille seconde qui s'est refaite, et comme si la famille refaite venait un peu masquer la famille première, quoi, en fait, venait remplacer cette famille première. Mais alors si à nouveau ils se séparent, ils vont recomposer encore, vous voyez, ils vont défaire, refaire. En fait, quand on a une approche biographique, une approche par les histoires de vie, je pense qu'on voit bien que ça ne marche pas, cette affaire. Ça ne marche pas parce que, effectivement, pour un homme, une femme qui a une unité dans sa vie, finalement, il peut être amené, effectivement, à des recompositions, à une recomposition une fois. On dit il refait sa vie, il refait sa vie, mais enfin, s'il a refait 3 fois, du coup, ça fait quand même, il a refait beaucoup quand même. Et donc, de prendre en considération les différentes étapes. En fait, on ne peut raconter véritablement ces histoires de recomposition que si on prend en condition cette dimension diachronique, en fait, cette histoire que chacun peut avoir. Et quand on parle de recomposition, un peut recomposer et l'autre pas. L'autre, pour un des partenaires, ça peut être la première fois qu'il est... vous voyez ? Donc on a un peu il y a une dimension un petit peu mixte dans laquelle il intervient. Alors, vous êtes une famille recomposée, alors il y en a un qui va dire oui, et puis l'autre il va dire non. Vous voyez ? Il y a un problème de définition, en fait, je trouve, de la famille recomposée aujourd'hui. Et à l'égard des enfants, maintenant, si on se situe au niveau des enfants, on a également un autre type de problème, c'est, en sociologie, on a des termes un petit peu barbares, des fois. On va parler de demi-frères, de demi-sœurs, comme vous savez. On va parler aussi de quasi-frères ou de quasi-sœurs, c'est-à-dire qu'on va considérer finalement que selon que l'on est l'enfant d'un tel ou d'une telle, etc., selon qu'on ait des liens de sang ou pas, si on n'en a pas, on va parler de quasi-frères ou sœurs, alors que ce sont peut-être des fratries qui se vivent comme des frères et sœurs. Ça dépend bien évidemment à quel âge est survenue aussi la séparation et la recomposition. Si le nouveau couple, en fait, a un enfant, alors lui, c'est un demi-frère ou une demi-sœur par rapport aux autres enfants qui sont nés antérieurement. Et là, il y a un peu une logique, je dirais, demi, quasi, enfin, très peu de familles qui supportent ces termes, en fait, concrètement, parce que, justement, on retrouve un petit peu la dimension de qu'est-ce que c'est que la famille, est-ce que ce sont les liens du sang, ou est-ce que c'est les liens de toi, ou est-ce que c'est les liens affectifs, tout simplement, vous voyez, et qu'il y a là, effectivement, une sorte de hiatus entre, finalement, la dimension juridique et puis la dimension sociale et la dimension affective qui intervient. Dans les faits, un parent
un beau-parent, on peut dire c'est un parent social, entre guillemets. Hein, ça peut être un parent affectif, il peut être aussi porteur de signification pour son bel enfant. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de tension. C'est complexe en fait. Hein, c'est complexe et on met un peu des séparations là où elles n'ont pas toujours lieu d'être. Hein. Alors les choses sont en évolution quand même par rapport à ça, me semble-t-il, même si c'est toujours difficile en France, parce que dans la définition de la famille en France, on est quand même resté très très attaché au lien du sang, ce qui est quand même beaucoup moins le cas des familles, par exemple au Royaume-Uni, hein, pour laquelle il y a une loi qui s'appelle Act Children, qui prend en considération davantage la question évidemment des beaux-parents, par exemple, hein, pour lequel ils peuvent aussi avoir des droits. En France, un beau-parent pourrait éventuellement avoir des droits si effectivement la compagne, ou par exemple de ce beau-parent et puis l'ex en question se mettent d'accord sur le fait qu'ils puissent poser un certain nombre d'actes. Et en fait, de fait, ils participent à l'éducation de ces beaux enfants, ou elle participe à l'éducation de ces beaux enfants, mais sans qu'il y ait de reconnaissance effectivement juridique. Hein. Donc dès qu'on veut dessiner la famille, là vous voyez, ça devient très compliqué, parce que qu'est-ce qu'on prend en considération? Est-ce qu'on prend les liens du sang, les liens du toit, les liens affectifs, etc. C'est toute la différence aussi qui existe entre les arbres généalogiques et puis les génogrammes, hein, comme on les appelle, hein, dans lesquels effectivement les liens affectifs vont peut-être primer sur les liens de sang, hein, les liens du cœur, les liens de sang. Vous voyez, si on veut faire des schémas un petit peu... On pourrait dessiner plusieurs familles, nous avons tous plusieurs familles en nous en fait. Hein. Une famille qui est la famille peut-être telle qu'elle est instituée, puis une famille qui est une famille telle qu'on la vit et telle qu'on l'expérimente dans sa vie. Ça va? Vous suivez? Bon. Alors, l'homoparentalité, je vais en dire un petit peu de mots de l'homoparentalité. C'est les nouvelles familles, hein, vous m'avez demandé, hein, donc je vous parle des nouvelles familles. Les nouvelles parentalités. Bon, quand j'ai commencé à travailler sur l'homoparentalité, je l'ai travaillé du côté des pères en fait, hein, du côté des hommes. Voilà, c'est important à dire parce que c'était peut-être pas forcément ce qu'il y avait de plus facile d'ailleurs, hein, c'est d'aller explorer ce qu'il en était du côté des hommes. Et en fait, j'ai pas du tout trouvé ce à quoi je pouvais m'attendre en fait. Premièrement, lorsqu'on en parlait dans les débats de l'homoparentalité, on considérait que c'était vraiment des nouvelles familles. Hein. En fait, moi je considère plutôt que les familles homoparentales s'inscrivent dans le prolongement des nouvelles familles, en fait. C'est-à-dire ce que je vous ai dit avant, les monoparentalités, les familles recomposées finalement ont posé des questions auxquelles on a tenté d'apporter des réponses, qui sont grosso modo à peu près les mêmes que celles que pose l'homoparentalité. Quand on entend parler aussi de l'homoparentalité, on entend beaucoup parler des couples de même sexe. Hein, donc effectivement, ce sont les couples de même sexe. Mais en fait, il y a beaucoup de configurations familiales que je voyais et que j'observais qui ne ressemblaient pas au sens strict à une problématique qui renvoyait à la question d'un couple de même sexe. Je vais vous expliquer. Donc voilà, deux remarques un petit peu préalables pour dire que l'homoparentalité présente aussi une forme de diversité à l'intérieur même du champ qui invite à la pensée au pluriel et non au singulier. Dans les familles recomposées, vous pouvez avoir des familles monoparentales, vous pouvez avoir des familles recomposées. Donc vous voyez, donc ce schéma, cette opposition que l'on fait entre ces catégories, elles ne tiennent pas en fait. Ce qui s'oppose à homoparentalité, ce serait hétéroparentalité. Personne n'a entendu parler des familles hétéroparentales, hein, je pense. Hein, parce que ça va de soi, en fait, vous voyez. Donc on n'en parle pas. Hein, de même façon que lorsqu'on on a dans nos représentations un modèle du couple qui fait qu'en sorte, lorsqu'on dit monoparental, vous voyez, ça veut dire qu'on vient dire quelque chose par le préfixe qui s'écarte d'une norme sociale. Les familles recomposées, c'est un petit peu la même chose. On a implicitement un modèle à l'intérieur de nous, c'est ça que j'essaye de vous montrer, qui est implicite et qu'on nomme pas, et on nomme les autres finalement par la différence qu'ils ont par rapport à ce modèle en particulier. Les familles homoparentales, si on veut rentrer un peu dans le détail, il y en a de 4 types. D'ailleurs, est-ce que vous avez imaginé que dans une famille homoparentale, il pouvait y avoir une des personnes qui est homosexuelle et pas l'autre, par exemple?
Alors on l'appelle comment celle-là? Homo, hétéro, comment on fait, hein? Vous voyez? Donc c'est des questions de définition en fait, vous voyez? On crée des catégories mais qui en même temps ont un petit problème quand confrontés à la réalité, et quand on étudie ces familles en particulier, qu'on voit leur trajectoire, leur parcours, on est un peu perdu en fait. C'est-à-dire ça ne colle pas exactement, hein. Bon, on va quand même essayer pour l'exercice intellectuel, de façon à ne pas être trop confus, à dégager 4 grands types de familles homoparentales. La première famille homoparentale, c'est une famille recomposée en fait. C'est une famille qui était avec un couple de sexe différent, qui a eu des enfants, et pour lequel un des parents finalement se sépare et recompose avec, par exemple si c'est un homme, avec un compagnon, ou si c'est une femme, avec une compagne. On le définit comme famille homoparentale dans la mesure où la définition finalement de la famille homoparentale, celle qui a été retenue, c'est lorsque l'un au moins des parents se définit comme homosexuel. En fait, c'est ça, hein, la définition qui a été retenue, hein. Vous pourrez d'ailleurs s'interroger un petit peu sur le fait qu'est-ce que la sexualité de l'individu, pourquoi est-ce qu'on met ça en avant par rapport à sa configuration de famille en question. C'est les premières familles homoparentales, c'est celle-ci, hein. Et quand je vous ai dit que dans les années 70-80, les premiers ont commencé à voir un petit peu monter les coming out, hein, c'est-à-dire le fait que des hommes ou des femmes déclaraient leur homosexualité, se séparaient, et bien souvent ça conduisait à des ruptures de liens avec leurs enfants en fait, en clair, hein. Et l'APGL, qui est l'association des parents gays et lesbiens, en fait au départ ça s'appelait l'APG, l'association des parents gays, vous voyez, uniquement, parce que ça concernait surtout des pères en fait, qui du fait de leur coming out, finalement perdaient tout lien avec leur enfant. Ça, c'est le premier type de configuration. Le deuxième type, c'est les familles qu'on appelle coparentales, homo-coparentales. Je les appelle comme ça, c'est moi qui ajoute un peu des préfixes aux préfixes pour essayer de faire comprendre de quoi il s'agit exactement. Ce sont des situations pour lesquelles finalement un homme gay et généralement une femme lesbienne décident d'avoir ensemble un enfant. Alors cet homme peut avoir un compagnon, cette femme peut avoir une compagne, ce n'est pas une obligation absolue non plus, hein. Et ils vont convenir finalement d'avoir un enfant, c'est-à-dire d'avoir un lien parental avec cet enfant, coparental avec cet enfant, sans qu'il y ait un lien conjugal avec cet enfant. Alors, quand on regarde plus en détail ces familles co-homoparentales, il y en a de différents types à l'intérieur. Et donc là, j'insiste davantage sur la dynamique familiale, en fait. C'est-à-dire ce projet d'enfant, on parle des parents d'intention, je ne sais pas si vous avez été sensible à ce terme-là aujourd'hui, hein, petit à petit, on avance sur la désignation des choses pour pouvoir parler le plus précisément des choses. Si les parents d'intention sont cet homme et cette femme uniquement, moi je dis que c'est un peu le modèle exclusif en fait. Ça veut dire que les compagnons et compagnes de ces compagnons de l'homme et compagnes de la femme, si toutefois ils existent, parce que comme je vous l'ai dit, ils peuvent ne pas exister aussi, eh bien, ne se considèrent pas véritablement comme impliqués ou comme parents de cet enfant, même si dans la vie du quotidien, ils vont éventuellement avoir des liens avec cet enfant, hein. Donc ça, c'est le modèle que j'ai appelé exclusif. L'autre modèle que j'ai appelé intégratif, c'est un modèle au contraire, hein, où l'ensemble des parents considèrent qu'ils sont impliqués dans la venue de cet enfant. Bon, il faut bien qu'il y en ait un qui, entre guillemets, soit le géniteur et une autre qui soit la génitrice de cet enfant. Vous voyez, je n'utilise plus le terme de père et mère parce que du coup ça complexifie un petit peu la configuration. Et donc on est dans un modèle intégratif, et si on pousse ce modèle intégratif jusqu'au bout, ça veut dire que par exemple le couple gay va vivre à côté du couple lesbien, parfois vont partager le même jardin, ça veut dire des maisons mitoyennes avec le même jardin, ça veut dire qu'à chaque événement, l'anniversaire de l'enfant, les vacances, etc., il y aura des moments partagés, hein. C'est une famille à 4, quoi, en fait, hein. Enfin, une famille de parents à 4, hein. À 4 ou à 3, parce qu'il se peut qu'un couple fonctionne sur le modèle intégratif, alors que l'autre fonctionne sur le modèle exclusif. Juste pour complexifier un tout petit peu les choses, hein, d'accord? Bon.
Et puis enfin, j'ai constaté aussi un autre type de famille, un fonctionnement d'un autre type de famille qui fonctionne sur un autre type de représentation. Alors je l'ai appelé bipolaire. Pas du tout en rapport avec la psychiatrie, je le précise tout de suite. Hein. C'est en rapport avec Marie Cardinal, je ne sais pas si le livre de Marie Cardinal, hein, qui explique un peu dans son histoire comment elle a le sentiment de passer d'un pôle sans cesse à l'autre, que ce ne sont pas les mêmes règles qui existent chez l'un et chez l'autre. En fait, là, c'est des organisations conjugales un petit peu différentes où chaque couple, en fait, considère que quand il est avec l'enfant, et que c'est lui qui décide de ce qui va se passer avec lui. Voyez, et puis quand il va être avec l'autre couple, le couple lesbien par exemple, eh bien c'est peut-être d'autres règles qui vont être appliquées et que c'est leur affaire dans ce moment-là. Hein. Donc des fois il va chez McDo, des fois il n'y va pas par exemple, voyez, hein, parce qu'il y a des principes éducatifs ou moraux ou sociaux qui ne sont pas les mêmes nécessairement entre chacun des couples. Mais c'est une forme de contrat hein, qui est passé à l'intérieur même de ces familles co-homoparentales sur le fait qu'il faut se mettre d'accord ou pas se mettre d'accord. Ça ressemble un peu finalement à ce qu'on fait dans un couple ordinaire, en fait, hein, se mettre d'accord ou pas sur voilà, la ligne à tenir vis-à-vis de cet enfant. Alors je les ai appelés bipolaires parce qu'effectivement cet enfant il peut passer effectivement d'un modèle où l'autorité n'est pas exercée de la même façon, où l'éducation n'est pas la même, où les habitudes de vie ne sont pas les mêmes, sans que ça pose pour les parents, je ne sais pas pour l'enfant, hein, mais sans que ça pose pour les parents en question qui sont impliqués, un problème particulier. Hein. Il y a une forme de, on va dire, de résidence alternée qui est pensée dès le départ, quoi, en fait. Hein. De la même façon que le modèle intégratif ou exclusif est pensé en général dès le départ. Alors il est pensé dès le départ avec cette nuance près que lorsqu'on regarde la dynamique de ces familles, il se peut aussi qu'on évolue d'un modèle vers l'autre. Hein. On peut très bien passer d'un modèle intégratif, ah oui, on va faire une super famille, maison mitoyenne, jardin commun, temps commun, etc. Oui, mais enfin, s'il y a des tensions qui commencent à apparaître dans ces familles-là, on va peut-être passer à un modèle un peu plus, soit exclusif, qui va se recentrer sur les deux seuls parents de cet enfant, soit sur un modèle bipolaire pour pouvoir gérer cette tension, en fait. Hein. Vous voyez, donc ces modèles-là, c'est des modèles au sens de Weber qui sont idéal typiques, hein, c'est des modèles un petit peu caricaturaux, mais dans lesquels il peut y avoir des dynamiques au cours de la vie qui font qu'on va aussi évoluer d'un modèle vers l'autre. Et puis c'est comme dans toutes les familles, si un des parents déménage, s'il a un travail à l'extérieur, etc., ce qui était possible un temps n'est plus possible à un autre temps, donc voilà. Hein. Donc il faut essayer de le penser de manière dynamique et pas de manière figée. Enfin, il y a deux autres types de familles homoparentales. Les familles adoptives. Hein, les familles adoptives. Alors depuis 2013, donc comme vous le savez, c'est possible, mais avant 2013, ceux et celles qui pouvaient adopter tout en assumant clairement leur homosexualité, c'était finalement des personnes célibataires. Hein. Les couples de même sexe ne pouvaient pas adopter. De toute façon, il fallait être marié, en fait. Pour adopter, il fallait ou être marié, ou bien être célibataire, avoir plus de 28 ans, et procéder à une procédure d'adoption comme tout un chacun. Avant 2013, donc moi ma thèse elle était de 2000 à 2006, hein, comme je vous ai indiqué, tous les hommes que j'ai rencontrés devaient cacher finalement leur homosexualité pour espérer avoir des chances de pouvoir adopter en tant que célibataires. J'ai même connu qui se sont dépaxés hein, pour pouvoir le faire. Hein. Et donc ça posait un vrai problème parce que ça les invitait à finalement à raconter une fiction, quoi, en fait, hein, lorsqu'ils voyaient l'assistante sociale ou la psychologue qui venait pour faire une enquête, en fait, hein, en quelque sorte. Hein. Bon, en général, c'est des personnes qui étaient elles-mêmes des milieux, des classes intermédiaires, travailleurs sociaux, enseignants. Bon, ils connaissaient les ficelles, en fait. Hein, donc, voilà. Hein, je constatais qu'ils avaient une connaissance implicite, finalement, des attendus, de telle sorte qu'ils savaient à peu près l'histoire qu'il fallait raconter pour que ça puisse être possible. Hein. Voilà. Après, on dit que les homosexuels sont des menteurs, mais vous voyez, c'est pas étonnant, en fait, hein, puisqu'on les pousse finalement dans leur retranchement hein, pour ça. Bon, depuis 2013, donc depuis qu'il y a le mariage pour les personnes de même sexe, on a beaucoup parlé à cet égard
d'ouverture, de possibilités, etc., dans les faits, il n'en est pas grand-chose, en fait. Pourquoi? Bon, d'une part parce que l'adoption, en fait, et surtout l'adoption internationale, en fait, hein, surtout depuis ces années-là, c'est quand même très, très limité. D'une façon générale, l'adoption, c'est limité, l'adoption internationale, encore plus. Et alors, l'adoption internationale pour les personnes de même sexe, quasi rien, quoi, en fait. Hein. Beaucoup de pays, en fait, quand on adopte à l'international, ça réfère à la loi française, effectivement, qui permet cette adoption, mais à l'étranger, ils regardent aussi de près sur cette question. Ah oui, si quand même pour terminer sur la question de l'adoption, en fait, qu'est-ce qu'a permis la loi? La loi a permis finalement l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est ça que la loi a vraiment permis concrètement dans les situations qu'on rencontre aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que, en fait, et j'en arrive au 4e modèle, le recours aux procréations médicalement assistées, à la procréation médicalement assistée, à la GPA, la gestation pour autrui, finalement, ce dernier modèle, bon, qui est du côté des couples lesbiens, en tout cas très majoritaire aujourd'hui, hein, qu'est-ce que permet la loi? La loi a permis à ces femmes donc, qui se sont mariées, donc du coup, qui ont pu se marier, que celle qui n'est pas la mère génitrice finalement de cet enfant puisse adopter l'enfant de sa compagne et devenir mère au même titre qu'elle. Hein. C'est ça en fait que la loi a véritablement permis dans les faits. Du côté des couples gays, c'est un peu différent, parce que le recours à la GPA est toujours interdit en France, pour eux comme pour tout le monde. Hein. Ce n'est pas une discrimination véritable à leur égard, hein. C'est une règle qui est commune, en fait, partagée. Bon, ben, certains ont quand même recours à la gestation pour autrui. Alors quand je dis la gestation pour autrui, mais comme il me reste que 5 minutes, je ne vais pas faire trop long, il faudrait distinguer ce qu'il en est effectivement de la donneuse d'ovocytes d'une part et de la gestatrice d'autre part, parce que ce sont deux femmes qui sont souvent maintenant aujourd'hui différentes en fait, hein, et pour lesquelles il y a des démarches qui sont engagées. Lorsque l'enfant, ça peut se faire aux États-Unis, en Ukraine, enfin j'imagine ça se faisait en Ukraine, je ne sais pas du tout ce qui peut en être aujourd'hui. Bien évidemment, ce sont des démarches que vous comprenez qui sont très complexes, qui, à partir du moment où ce n'est pas non plus légal, ça pose un certain nombre de questions sur le statut de l'enfant lorsqu'il revient en France. Selon l'État, par exemple des États-Unis où c'est fait, les règles ne sont pas exactement les mêmes. Hein. Et puis surtout, ces couples le compagnon peut difficilement, le mari on va dire, hein, peut difficilement adopter l'enfant de son mari, hein, dans la mesure où la situation étant illégale, ils ne veulent pas attirer spécialement l'attention sur ça. Hein. Donc en fait, ça crée une situation qui peut être évidemment, sur le plan juridique en tout cas, beaucoup plus bancale, hein, on pourrait dire, que pour les couples lesbiens. La nouvelle loi là, sur la PMA pour toutes les femmes, donc évidemment ça va permettre aux couples lesbiens de devenir mère selon d'autres règles, mais c'est pareil, hein, il faut, vous voyez, entre les lois et puis les dispositifs, le fait même qu'il y ait suffisamment de donneurs, par exemple, hein, ça se pose en France, qu'on ait clarifié effectivement que la manière dont chacun va pouvoir s'impliquer vis-à-vis de l'enfant, hein, tout ça c'est effectivement des nouvelles perspectives à voir concrètement comment est-ce qu'on va passer du cadre juridique, j'ai envie de dire, à la réalité des faits en la matière. Voilà, je terminerai juste sur l'émergence, hein, puisque je vais jusqu'au bout des nouvelles parentalités. Nous parlons aujourd'hui des transparentalités, un petit peu. Bon, même chose, hein, chose tout à fait sur le plan juridique qui n'est pas du tout cadré encore pour le moment. De quoi il s'agit en fait, hein. Il s'agit un petit peu comme, vous voyez, on va refaire l'histoire un petit peu comme pour l'homoparentalité en fait. C'est-à-dire qu'il va s'agir dans un premier temps de couples qui ont eu des enfants dans un contexte hétéroparental classique et pour lequel un des parents va recourir à une transition. Et recourant à une transition, évidemment, ça pose des tas de questions juridiques. Est-ce qu'en devenant, si c'est M2F par exemple, si c'est un homme qui devient une femme, est-ce que cette personne devient la mère de cet enfant en même temps? Vous voyez, hein? Vous voyez les questions telles qu'elles se trouvent posées. Alors, je ne vais pas trop développer parce que on rentre un peu là dans
dans de la fiction. Enfin, pas dans de la fiction, parce que ça concerne des personnes bien réelles, mais ce que je veux dire, bon, on est quand même un peu sur les marges, en fait. Voilà, c'est ça un petit peu que je veux dire. Mais ça pose aussi d'autres questions. Et par exemple, aux États-Unis déjà, le fait que une femme qui fait F2M, hein, qui va vers le masculin aussi, hein, mais qui a encore, qui dispose finalement qui n'a pas une transition complète, qui est capable de porter un enfant. Donc, est-ce qu'un homme peut porter un enfant? Vous voyez, donc, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, et c'est le cas de Thomas Baessi, qui est un cas célèbre aux États-Unis, puisqu'il a raconté son histoire, et puis il y a quelques autres personnes à travers le monde qui sont aussi dans ces mêmes dispositions. En tout cas, ça c'est un peu pour terminer, ce sont les défis que l'on peut avoir par rapport aux nouvelles parentalités. On voit en tout cas qu'on n'est pas arrivé tout à fait au bout du chemin encore, qu'il y a d'autres nouvelles questions se posent, et que d'autres s'en poseront encore. Hein. Bon, ben voilà, donc on a encore beaucoup de choses à penser, quoi, en fait, je pense. Hein. Voilà, je terminerai par ça.